Donc, les trois grandes périodes sont depuis 1980 jusqu'à 1995, on parle de la période des Long Time Survivors, ou si vous préférez, les survivants de longue date. À partir de 1995 jusqu'à 2010, on parle du traitement antirétroviral efficace qui a changé la donne. Et finalement, depuis 2010 environ, on parle du traitement comme prévention. Donc, voyons voir ensemble les grandes lignes de l'histoire du VIH-Sida à partir d'un point de vue québécois. Pour la première période, celle des Long Time Survivors, qui débute en 1981, on a vu l'apparition des premiers cas de sida aux États-Unis. La maladie est à l'époque nommée Gay-Related Immune Deficiency, ou, si vous préférez, le GRID. En 1982, on réalise que la maladie peut être transmise sexuellement. La maladie est alors renommée le syndrome d'immunodéficience acquis, ou SIDA. À partir de 1983, le sida a été considéré en partie par les médias comme la maladie des 4 H, puisqu'il touchait principalement 4 populations. On parle des homosexuels, des héroïnomanes, des haïtiens et des hémophiles. On a aussi surnommé le sida à cette époque-là le cancer gay. En 1983, Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier ont découvert le virus responsable du sida, qu'ils nomment à l'époque le LAV, le Lymphadenopathie Associated Virus. En 1985, le premier test de dépistage voit le jour qui se nomme ELISA, qui permet de trouver la présence du virus. En 1986, on adopte le nom VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine, qui est le nom qu'on utilise encore jusqu'à aujourd'hui. En 1987, on voit apparaître le premier médicament anti-VIH sur le marché qui se nomme l'AZT. Toutes les personnes qui n'ont eu que ce traitement sont décédées aujourd'hui. À l'époque, ça donnait un peu d'espoir, mais on réussissait seulement à prolonger la vie des personnes de quelques mois. Cette période continue. En 1987, on a fondé la clinique L'Actuelle, entre autres avec les médecins Régent Thomas, Suzanne Côté et Clément Olivier. C'était la première clinique spécialisée dans le VIH-Sida au Québec. En 1988, on voit apparaître la première journée mondiale de lutte contre le sida. C'est une initiative de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et à ce moment-là, tout le monde de tous les pays pouvait se réunir pour commémorer la mort des personnes décédées et faire ensemble la lutte contre le virus. En 1990, on a créé la COCSIDA, qui est la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. Puisqu'un peu partout au Québec, il y a des organismes qui naissaient, la COCSIDA permettait de les regrouper et de faire des actions communes dans le but d'éradiquer le sida. En 1991, on note la fondation d'Action 00, qui se nomme aujourd'hui Réseau, qui à l'époque avait un mandat spécifique en lien avec la réduction du VIH-Sida, principalement dans la communauté gay, bisexuelle et hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. On a également créé le ruban rouge, qui est le symbole de la lutte contre le sida, en 1991. En 1992, on a créé la fondation FARA, qui créait un événement, entre autres, annuel qui s'appelle Ça marche, qui regroupait des milliers de personnes. C'était une levée de fonds dans le but de venir en aide aux personnes souffrant du VIH-Sida. En 1993, il y a eu le scandale du sang contaminé au Canada, où on a réalisé que près de 1100 personnes ont été infectées par le VIH lors d'une transfusion sanguine entre 1985 et 1993. Finalement, en 1994, on a entériné le principe JIPA, ou si vous préférez, la participation accrue des personnes vivant avec le VIH-Sida, afin de favoriser la participation des personnes dans les décisions qui les concernent. Il y a eu un événement qui a fait basculer l'histoire du VIH en 1996 dans la nouvelle période. Et c'est l'arrivée des inhibiteurs de protéase. C'est une thérapie antirétrovirale efficace. Grâce à cette molécule, on inhibe l'action de la protéase responsable de la maturation du virus et à partir de ce moment, les personnes ont pu retrouver la santé
et ça a complètement changé la donne dans l'histoire des traitements antirétroviraux. À partir de 1997, le nombre de nouveaux cas de sida parmi les hétérosexuels dépasse maintenant celui des homosexuels à l'échelle de la planète. En 1998, on nomme l'arrêt de la Cour suprême sur l'affaire Cuerrier, qui requiert que les personnes qui vivent avec le VIH divulguent leur séropositivité dans une situation où il y a un risque important de transmission du virus. On verra un peu plus en détail l'aspect sur la criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique dans une prochaine capsule. C'est aussi en 1998 qu'on a vu apparaître la prophylaxie post-exposition, la PPE, qui pouvait prévenir l'infection pour les personnes séronégatives qui auraient contracté le virus si on prend le traitement dans les 3 jours suivant l'événement. Il y a aussi plus de détails au courant de la PPE dans les capsules précédentes. En 2001, le nombre de femmes atteintes par le sida dépasse celui des hommes à l'échelle de la planète. En 2006, l'Afrique subsaharienne devient la zone où les 2/3 des nouvelles contaminations ont lieu. En 2008, on voit les premières mentions scientifiques de la trithérapie comme outil de prévention. Et c'est aussi ce qui a fait changer la donne et ce qui nous a fait passer dans une nouvelle ère en termes de l'histoire du VIH-Sida, et c'est le traitement comme prévention. Puisqu'en 2011, on a consacré le traitement comme prévention grâce à l'essai clinique HPTN 052, qui a d'ailleurs été nommé l'avancée scientifique la plus importante dans le palmarès annuel de la revue Science. À partir de ce moment, on sait que les personnes qui vivent avec le VIH, qui prennent un traitement antirétroviral, ne peuvent pas transmettre le virus à leur partenaire sexuel si leur charge virale est indétectable. Il y a plus de détails à ce sujet-là aussi dans les capsules précédentes. En 2012, on a vu l'apparition de la prophylaxie pré-exposition, la PPRE ou si vous préférez la PrEP, avec le Truvada. C'est également en 2012 qu'il y a eu le premier test rapide pour le VIH qui a été rendu disponible. En 2013, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a recommandé une mise sous traitement de plus en plus précoce, c'est-à-dire que lorsque le nombre de CD4 est plus petit ou égal à 500 cellules par millimètre cube, alors que c'était 350 auparavant. De nos jours, on recommande de débuter un traitement antirétroviral le plus rapidement possible après un diagnostic. En 2014, l'ONU-SIDA a établi de nouveaux objectifs pour le traitement du VIH, qui sont les 3,90. Vous pouvez avoir plus d'informations à ce sujet en tapant 3,90 VIH dans l'onglet de recherche Google. L'OMS émet aussi en 2014 une recommandation forte d'utiliser la PrEP pour les hommes gays bisexuels et qui ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est donc en 2016 que la PrEP a été mise en marché au Canada et que les personnes qui en ont fait la demande ont pu l'obtenir. Il y a également eu la campagne internationale I égale I, ou si vous préférez U égale U en anglais, qui a été lancée en 2016 pour faire connaître le traitement comme prévention à une large échelle. En 2018, le Canada a été le premier pays à appuyer I égale I, le 1er décembre, qui est la journée mondiale du sida. Finalement, en 2021, la mise en marché des injections mensuelles qu'on appelle Cabenuva a été faite au Canada et la mise en marché de l'autotest du VIH également a été faite en 2021 au Canada. Évidemment, cette histoire est loin d'être terminée et elle évolue à chaque jour. Pour être informé, abonnez-vous aux réseaux sociaux du portail VIH-Sida qui vous tient en contact avec toutes les actualités en lien avec le VIH. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du VIH, il y a plusieurs documentaires qui sont disponibles que vous trouverez en faisant une recherche dans vos engins de visionnement préférés. Je vous en mentionne quelques-uns. Pour le Québec, on a un documentaire qui s'appelle Médecins de cœur, qui est produit par l'ONF, qui est disponible gratuitement si on se rend sur leur site. En ce qui concerne les autres titres, Killing Patient Zero, ça raconte l'histoire de Gaétan Dugas, qui a été nommé à tort comme étant le premier Nord-Américain qui aurait introduit le sida. Et l'histoire est vraiment touchante. Ensuite, on voit How to Survive a Plague, toute l'histoire de la lutte des personnes vivant avec le VIH pour avoir accès à un traitement antirétroviral. Le documentaire Common Threads,
Stories from the Quilt raconte l'histoire des courtes pointes aux États-Unis qui commémorent la mémoire des personnes qui sont décédées du sida. Et dans We Were Here, on est à San Francisco, au cœur de la crise du sida au début des années 80, avec des témoignages des personnes qui y étaient. Finalement, du côté des films qui sont plutôt de fiction, on trouve des incontournables. Entre autres, il y a le film 120 battements par seconde, qui est un film français qui raconte l'histoire des militants de ACT UP. The Normal Heart aux États-Unis est un incontournable, raconte également l'histoire de la crise du sida dans les années 80. Une nouvelle série, It's a Sin, se déroule au Royaume-Uni et nous raconte l'histoire d'une bande de jeunes à l'époque de la crise du sida également. Dans le film Philadelphie, Tom Hanks joue le rôle d'un avocat qui contracte le sida. Dans le film Rent, qui est une comédie musicale, on voit aussi toute la place qu'a pris le sida dans une communauté d'artistes dans le New York des années 80. Avec Dollars Buyers Club, on est plutôt du côté de la recherche des premiers traitements antirétroviraux chez les personnes qui étaient touchées par la maladie dans ces années-là. Et finalement, un incontournable que je vous recommande chaleureusement, la série télé Pause raconte l'histoire du sida à travers les vues des femmes transgenres noires dans un New York des années 80, à travers l'histoire du ballroom. Donc, c'est une série magnifique qui allie mode et histoire très touchante. Donc, je vous recommande chaleureusement cette série.